19h20, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, pour un tour d'horizon de l'actualité des marchés. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors ce regain de volatilité sur les marchés ces dernières semaines et la baisse de Wall Street, qu'est-ce que ça laisse augurer? Alors ça laisse augurer des choses assez moyennes parce que jusqu'à présent on avait des divergences entre marchés. On avait des émergents des émergents qui subissaient des mouvements assez forts sur les devises, donc impact sur les marchés financiers, mais c'est un mouvement initialement lié au redressement de la politique monétaire de la Fed, donc c'est un cas assez isolé. Et puis ensuite l'Europe a commencé à être contaminée par cette volatilité sur des questions de tensions commerciales, notamment les indices allemands, le secteur automobile, la tech allemande notamment, et puis les banques dans cet environnement de taux faibles. Donc l'Europe a été touchée ensuite par cette pression et la seule zone, la seule poche qui résistait encore pas trop mal, c'était la partie US. Et puis on remarque que cette partie US, depuis maintenant 3 semaines et demie, est partie à la baisse. Donc c'est pas une baisse très prononcée, mais on observe une baisse des marchés et une petite reprise de la volatilité, alors que les autres ne restent toujours pas. Donc on a le sentiment que ces 3 grosses zones financières commencent progressivement à être touchées par cette volatilité, et on comprend que finalement que la politique américaine, ou l'incertitude plutôt sur la politique américaine, est en train de commencer à toucher la partie US. Est-ce que le Nasdaq résiste pas mieux que le reste? C'est ça qui est, c'est ce que tout le monde note, c'est que quand on fait grosso modo les performances depuis le début de l'année, vous avez un Dow Jones qui est négatif, vous avez un S&P qui est à peu près flat, et puis vous avez un Nasdaq qui est encore à 12 ou 13% de perf. Donc bien sûr que c'est la poche de résistance, et l'avenir du S&P dépend de l'avenir du Nasdaq. Les techs qui sont dans le Nasdaq, une partie est dans le S&P aussi, donc tout repose sur les techs. Et donc c'est ce qui est, je pense, sauvé par beaucoup de gens en ce moment, parce que la volatilité des techs est repartie aussi un petit peu ces derniers jours. Donc oui, j'ai envie de dire, même le marché US ne tient plus que par les techs. D'accord. Alors revenons un peu sur cette guerre commerciale internationale. Là, on a vraiment l'impression que ça va au-delà de la volatilité, du marché qui se fait peur. Il y a une vraie crainte d'abord des entreprises. Oui. Et ça se ressent notamment on l'a vu sur les derniers chiffres de la zone euro avec des baisses de production, c'est-à-dire que les entrepreneurs commencent à se dire qu'ils vont peut-être moins exporter. Exactement. À cause des taxes. Et on voit à quelle vitesse ça se propage. C'est-à-dire qu'au départ, c'est sous les indicateurs de confiance qui commencent à bouger, tout ce qui était PMI, l'IFO, le ZIU, donc les données soft. Et on voit depuis quelques mois maintenant que ça touche aussi la partie hard, la partie production, vente détail, etc. Alors c'est pas un affaissement brutal des choses, mais on remarque que les chiffres européens ne surprennent plus à la hausse, ils surprennent à la baisse. Alors c'est pas un contexte dramatique pour l'Europe, on a encore une croissance qui est bonne, etc. Mais on se rend compte à quelle vitesse des décisions unilatérales peuvent changer la confiance et peuvent changer les comportements en Europe. Et les comportements, ce qu'il faut surveiller, c'est les comportements d'investissement surtout. La croissance dépend beaucoup de l'investissement, et pour l'instant on ne voit toujours pas, par exemple en Allemagne, c'était le cas de l'Allemagne, il y a plusieurs effectivement secteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les questions tarifaires, et pour l'instant on ne voit pas de chiffres allemands réémerger à la hausse. C'est-à-dire que tous les indices sont tassés et n'arrivent pas pour l'instant à rebondir. Ça fait maintenant 2 trimestres que ça dure. Le moteur de l'Europe, ça reste l'Allemagne, et si le moteur commence à ralentir, quid des pays plus fragiles? Donc c'est un vrai point chaud de l'Allemagne en ce moment. Vrai point chaud. Et alors tous ces tweets, toutes ces décisions de Donald Trump, ou en tout cas tous ces effets d'annonce, là les marchés n'avaient jamais vu ça sur un président américain. Non, alors jusqu'à présent, le raisonnement du marché, c'est de dire Trump, c'est sa méthode, il commence toujours très violemment, attaque frontale. Ce matin, je ne sais plus quel opérateur mobile chinois est interdit en. Exactement, donc il y a toutes ces décisions très brutales, et après, ça amène à négocier, et jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent, ça c'est toujours plutôt bien terminé. Le plan fiscal, il a adopté les mêmes méthodes et autres, sauf que là, la question, c'est également la question de la confiance. C'est-à-dire que même s'il y avait à un moment donné une plus petite marche arrière sur la question commerciale, est-ce qu'un an après, est-ce qu'un an et demi après, est-ce que 2 ans après, on n'aurait pas d'autres sujets, sources de discorde, sources de tension? Et je pense que c'est ça le vrai danger, c'est de penser qu'on rend une mécanique qu'on a bien comprise sur Trump, qui est celle qu'il applique depuis maintenant 1 an et demi, et que finalement on s'habitue à ça, alors que les comportements d'investissement, de consommation et autres ne seront pas aussi binaires. Je pense que Trump pense que le marché est binaire. En gros, je dis quelque chose de positif, ça fait monter le marché, je dis quelque chose de négatif, ça fait baisser le marché. Je pense que Trump a la conviction qu'il maîtrise le marché, qu'il maîtrise les investissements financiers, qu'il maîtrise à peu près tout. Et le risque, c'est que justement ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous cassez la confiance, eh bien vous avez énormément de mal à la retrouver, et si c'est une confiance sur les investissements, là ça peut être dramatique, et on peut avoir des récessions qui arrivent beaucoup plus vite que prévu. Donc il y a un vrai risque de surprise, de dégradation de l'économie au moment où, il faut bien quand même le dire, le cycle, tout le monde l'a vu, mais le cycle US est déjà très long. Est-ce qu'une politique aussi instable peut prolonger un cycle de croissance qui dure déjà depuis 10 ans?
Alors l'autre grand pays qui est touché par ces tensions commerciales, c'est la Chine, et notamment avec la dépréciation de sa monnaie. Alors certains disent que c'est l'œuvre des autorités chinoises pour justement compenser l'effet taxe qui doit intervenir le 6 juillet. Quelle est votre opinion? Alors, les deux ont raison. Ceux qui estiment qu'elle suit le mouvement du dollar ont raison depuis quelques jours, ont eu partiellement raison, mais c'est vrai qu'au départ, la Chine était bonne élève. En mars et avril, avril et mai, on a vu le dollar index, donc le dollar par rapport à beaucoup de devises, grimper fortement. Et dans ce laps de temps-là, le yuan onshore, donc celui qui est maîtrisé par la Banque centrale chinoise, a relativement peu bougé. Donc la Banque centrale chinoise était une bonne élève en avril et en mai. Et on remarque que depuis le mois de juin, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que le dollar index monte moins, mais le yuan, lui, baisse beaucoup plus vite. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y a une maîtrise de la part de la Banque centrale chinoise qui laisse filer plus vite son yuan. Et alors d'un côté c'est un rattrapage par rapport au moment du dollar du début d'année, mais de l'autre côté c'est un rattrapage qui intervient à un moment un peu clé dans les relations États-Unis-Chine. Donc bien sûr que oui, le mouvement des 3 dernières semaines a été volontairement fait par la Banque centrale chinoise. Et c'est un message évidemment envoyé. Vous voulez appliquer des tarifs, regardez, nous on peut laisser filer la devise si on le veut. Après je pense que la Banque centrale chinoise est quand même bridée par la question du panier de devises. On sait que le yuan a intégré le panier de devises du FMI. Je ne pense pas qu'elle puisse non plus dévaluer de 20% comme ça, mais elle peut laisser filer de quelques pourcents de plus, juste pour ajuster un peu ses niveaux, si elle le souhaite. Et on reste du côté asiatique, parce que là on voit que les bourses asiatiques et les bourses chinoises justement dégringolent sévèrement. Est-ce que ça c'est inquiétant? Ça l'est parce que ça montre déjà la faible profondeur de ce marché. Quand vous avez un marché qui toujours perd 3-4%, ça montre, c'est un signal d'absence de demande sur des niveaux qui sont pourtant déjà historiquement par rapport au niveau d'il y a 2 mois qui sont très bas. On rappelle que le Shanghai Composite par exemple, un des gros indices chinois, il est désormais à 23 ou 24% de baisse par rapport à des niveaux d'il y a 100 jours. Donc en dessous de 20%, c'est ce qu'on appelle un bear market. Donc ça, ce sont des signaux évidemment très négatifs pour la Chine. Mais ce qui n'ont pas d'incidence sur les marchés européens, finalement, on regarde toujours du côté de Wall Street, du côté là. Oui, parce qu'on a toujours le sentiment qu'effectivement en Chine, il suffit que quelques entreprises proches du pouvoir, de fonds, d'investissement et autres, soutiennent le marché à un moment donné. C'est ce que la Chine avait déjà fait sur la crise de 2015-2016. Il y avait à un moment donné une intervention qui était arrivée. Je pense que le marché serait surtout le yuan. Et si à un moment donné on sent que ça file vraiment trop vite, c'était comme en août 2015. C'est là que le risque peut arriver. C'est pas tellement sur la partie marché-action, parce que oui, on voit que ça baisse, c'est sur la partie devise. Parce que ça veut dire on rentre dans un choc frontal avec Trump, avec la Fed, avec voilà. Et là, c'est beaucoup plus délicat, je dirais, pour le marché, c'est un vrai risque. Donc c'est pas tellement le risque. Moi, je trouve qu'en ce moment, un des risques qu'on ne peut-être pas assez, c'est le risque sur le high yield. C'est-à-dire ces obligations très rémunérées. Parce qu'on voit que les performances des ETF liées au high yield sont sur des plus bas de 2 ans maintenant. Et attention à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des investisseurs qui commencent à sortir du high yield. Peut-être qu'ils estiment que le segment devient trop risqué. On rappelle, c'est des obligations pourries, le high yield, c'est des junk bonds. Donc on a fait le pari à un moment donné d'acheter ces obligations très haut rendement dans un contexte de faible taux, sauf qu'à un moment donné, le pari peut devenir dangereux. Et on voit que la valeur de l'ETF high yield est en train de baisser assez sensiblement ces derniers jours. Donc la suite, ce serait quoi? On a eu une première alerte en janvier-février, le moment de baisse qu'on est sur le marché action. Si vous regardez le high yield au même moment, ça a chuté également violemment. Donc la suite, c'est pour l'instant graphiquement c'est pas beau. Le yield n'est pas beau graphiquement, le ETF a encore beaucoup de place pour baisser. Donc moi je suis très prudent là-dessus. Je pense qu'on va vers plus de nervosité sur la partie haut rendement dans les semaines qui viennent. Alors avant de parler juste sur les niveaux techniques des indices, on termine avec l'Allemagne. Oui. Bon, la crise politique a l'air de se calmer, mais quand même cette question migratoire rend cette zone euro très fragile. Oui, alors voilà, plus pour la zone euro, c'est qu'on a, oui, la question des migrations est un problème cœur. On voit que pour l'Allemagne, pour l'instant, ça tient. Il y a eu un compromis trouvé, donc la réelle politique allemande a encore frappé. Alors ça enlève un poids, mais il y a 3 poids sur l'Allemagne. On le rappelle, il y a le poids des tensions commerciales avec les États-Unis qui n'est pas réglé. Il y a le poids des données économiques qui ne se redressent pas pour l'instant depuis 2 trimestres maintenant. Et il y a ce 3e poids qui effectivement, lui, vient de s'amuser. Mais les 2 autres poids, pour l'instant, sont toujours présents. Donc je ne peux pas imaginer qu'on est réellement sur ces bases-là de quoi repartir tout de suite en disant bon, ça y est, tout est réglé. Le stress, il y a eu un stress politique qui est venu se greffer là-dessus, mais la base du mouvement correctif sur la partie allemande, sur les indices notamment, elle est surtout arrivée par les tensions commerciales. Et ça, pour l'instant, on n'en voit pas encore le bout. Tout ça n'est pas très bon pour les perspectives sur le DAX, par exemple? Non, effectivement, le DAX, alors tout le monde a vu cette fameuse figure long terme, l'épaule tête épaule, qui se forme entre 2017 et 2018. Ce sont des figures évidemment de très fort retournement. Encore faut-il qu'elle soit validée, mais pour l'instant, elle n'est pas invalidée. Donc la menace d'une épaule tête épaule long terme qui ramènerait donc les projections
correction près des 10 000 points pour le DAX, hein, donc largement sous le niveau actuel. Cette menace est toujours très présente. Et tant que le marché a ce sentiment-là, pour l'instant, effectivement, il y a un vrai danger d'y aller, parce que si ça se durcit vraiment que l'Allemagne, on sent bien qu'il y a des inimitiés fortes entre Merkel et Trump. Autant Macron et Trump, voilà, ça peut s'aménager, autant Merkel et Trump, on sent qu'il n'y a aucune amitié et aucune volonté d'aller vers une amitié quelconque. Donc je pense que Trump fonctionne aussi beaucoup à l'affect, et s'il peut taper un gros coup sur la table face à l'Allemagne... Oui, il ne se gêne pas déjà, il me semble, dès qu'il peut y aller... Voilà, donc le risque est que ça s'envenime vraiment, et que finalement ce qu'on a déjà vu sur le secteur automobile allemand ne soit que le démarrage d'un mouvement de baisse plus prononcé pour le secteur. Donc moi je suis très négatif sur l'automobile allemande, sur la partie bancaire allemande également, avec le risque de Deutsche Bank qui est toujours très présent, voilà. Et puis des taux qui sont toujours au plancher, donc le 10 ans allemand qui est à nouveau sous les 0,30. Pourquoi les bancaires se redresseraient dans ce contexte-là? Il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose qui différent, une très bonne donnée économique, une détente forte sur les relations commerciales. Tant qu'il n'y a pas un game changer, je pense effectivement le DAX a toutes les chances d'aller casser sous les 12 000 et de s'enfoncer sur les niveaux inférieurs. Et le CAC 40? Le CAC, pareil, je ne vois pas un CAC se désarimer du DAX. Il tient quand même pas trop mal, le CAC, hein, il n'est pas non plus, il n'est pas à 5000 points, mais on voit que le MIB italien ne se comporte pas très bien, l'IBEX espagnol pas très bien, le DAX non plus, donc le CAC pour l'instant on sent qu'il y a quand même des arbitrages qui sont faits sur la zone euro par rapport à ce risque-là. C'est pas un risque France, j'ai l'impression que le marché vend sur le CAC. D'ailleurs, le CAC c'est des boîtes internationales, donc c'est pas que la pondération France, mais s'il faut alléger l'Europe, parce qu'il y a des craintes sur la politique commerciale de Trump et sur l'unité de l'Europe par rapport aux questions migratoires, oui, pour l'instant il n'y a pas non plus de catalyseur pour le CAC. Il faut aussi un game changer, il faut quelque chose où on se dit ça y est, là on passe à quelque chose d'autre. Pour l'instant, politiquement, c'est un petit peu arrangé, mais pas suffisant, selon moi, pour inverser ce sentiment très négatif. Techniquement, on est sous des moyennes de prix, on est sous la 50 et la 100 jours, on est sous des supports, pareil pour le DAX. Donc, ce sont techniquement, pour moi, je trouve très dangereux d'acheter sous des moyennes de prix. Il faut attendre qu'on repasse au-dessus des moyennes de prix, vous voyez. Donc, sous ces moyennes de prix, le CAC, enfin, un point très, très rapide, il y a un gap ouvert à 5150 points. Un gap formé en avril, ça sont des zones d'attraction technique en général. Sur ce gap se trouve un ancien support oblique de 2012-2014 qui se trouve à 5150 également. Donc, il y a deux gros niveaux techniques à 5150. Bon, voilà, moi je pense que le marché a des chances, peut-être pas dans les 2 jours qui viennent, mais je pense que c'est un niveau que le marché devrait aller chercher. Voilà. Donc je suis plutôt des stratégies type vendre des rebonds qu'acheter les creux. Oui, en ce moment, c'est plutôt ça. Et sur la partie US également. J'allais vous dire, voilà, sur la partie US, on va différencier, on en parlait au début d'interview, le S&P et le Nasdaq. Alors, moi je mettrais le S&P et le Dow dans le même, d'un point de vue analyse graphique. Hein. Je pense que le top sur ces indices a été touché en janvier. Hein. Le pic d'accélération qu'on a en janvier, pour moi c'est le top. Il y a un top moyen long terme, plutôt moyen terme en tout cas. Donc je pense que là on ne reverra pas ce niveau avant plusieurs trimestres, voire des années. La question de Nasdaq, elle, est plus délicate parce que le Nasdaq est très proche de son sommet, donc il a encore le chercher et accélère un peu. Ça me paraît pas impossible, mais je ne pense pas que ce soit des redémarrages de tendance. Je pense que si on va chercher ces mouvements-là, ce sont des mouvements un peu d'épuisement, des mouvements de capitulation. Sur des bons résultats, on peut encore aller chercher des accélérations, mais je pense que sur les deux gros autres indices, S&P et Dow, je vois mal comment, à moins d'un vrai game changer, encore une fois, je vois pas comment on peut aller chercher les niveaux touchés en janvier. Donc pour moi, ce sont vraiment des gros tops, et je pense que tous les rebonds que le marché va tenter seront régulièrement vendus. Donc le top peut être plus ou moins abrupt, mais je pense qu'on est quand même sur une phase de top, donc c'est plutôt une stratégie de vente de rebond que l'inverse. Et on termine enfin avec le marché de l'or. Un mot sur le marché de l'or qui est quand même la valeur refuge dans cette situation, dans ce contexte très compliqué. Qui devrait l'être mais qui ne l'est pas. Et ça c'est un vrai changement. L'or en ce moment se comporte, ça c'est assez intéressant, comme une commodities, comme une matière première, comme le cuivre, comme le fer, comme un vulgaire métal de base. Parce qu'il y a une sensibilité au dollar que l'on voit, mais on pourrait dire oui mais c'est normal le dollar. Non, l'once d'or à plusieurs reprises dans son histoire, quand il y a du risque, a progressé alors même que le dollar se renforçait. Donc ce n'est pas évident de dire le dollar se renforce, donc l'once d'or doit baisser. C'est quelque chose qui effectivement interpelle pas mal de gens parce que on est sur des bas de figures techniques, en plus bas de triangle, c'est des figures, on peut sortir par le bas et accélérer. Donc au moment où la volatilité reprend, on voit que l'once d'or est en train de chasser la baisse. Donc pour l'instant, la corrélation, c'est commodities et dollars. Il faut attendre là aussi un changement de signal. C'est-à-dire, tiens, à un moment donné, l'once d'or rebondit sur une nouvelle de risque, par exemple, c'est peut-être le début de la fin de la baisse, vous voyez, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de signal technique invalidant ou d'éléments qui nous montrent un rebond sur l'or lié à un risque, pour l'instant, c'est comportement commodities dollars qu'il faut surveiller. Donc il faut plutôt partir en vacances là, plutôt que d'aller sur les marchés. Je pense que l'été va être agité. Moi je ne pense pas qu'on ait un été, je pense qu'on aura un été un petit peu style 2015 quand il y avait la Grèce, les négociations, ou la Banque centrale chinoise. Je pense qu'on a vraiment un été de cette nature-là. Je ne vois pas l'été être un long fleuve tranquille dans ce contexte-là. Merci beaucoup Alexandre Paradès, chef analyste chez IG.